Bonjour tout le monde, continuons notre cours avec le chapitre de mitochondrie, premier organique qu'on va parler. Dans ce chapitre-là, on va parler, vite fait, de quelques historiques sur la mitochondrie. On va passer vers les généralités que vous avez déjà confrontées un petit peu pendant l'introduction de ce cours. Après, on va parler de la caractéristique de double membrane, caractère très spécifique de la mitochondrie. Après, on va parler des fonctions, son génome et son origine et les maladies d'origine mitochondriale. Commencer tout d'abord avec l'historique. Bon, euh, la mitochondrie a été découverte en 1990. C'était la première découverte, sachant qu'on a attendu jusqu'au 96 pour découvrir à peu près tous ces rôles. Donc, par exemple, le dernier rôle découvert de la mitochondrie, c'était en 96. C'était son rôle dans l'apoptose cellulaire. Donc, si vous vous rappelez de la définition de l'apoptose, c'est le mort cellulaire programmé. Donc, elle va jouer un rôle dans le mort cellulaire. Comme caractéristique générale, qu'est-ce qu'elle a la mitochondrie? Elle a tout d'abord un double membrane, comme on a dit, à ne pas oublier. Elle possède, ou bien elle se trouve uniquement chez les cellules eucaryotiques. Les cellules prokaryotiques ne possèdent pas la mitochondrie. Elle se trouve dans tous les types cellulaires humains, à l'exception des globules rouges. Les globules rouges ne possèdent pas une mitochondrie. Chaque cellule, elle contient entre 1000 et 3000 mitochondries selon les types cellulaires. Donc, c'est quoi qui va préciser, c'est quoi qui va dire exactement ou bien décider combien de mitochondries la cellule elle a besoin? C'est la consommation d'énergie. Plus la cellule elle demande de l'énergie, plus la cellule elle a besoin de l'énergie, plus elle va avoir des mitochondries. Pourquoi? Comme vous savez, comme on a dit, mitochondrie, elle a comme fonction principale, c'est de produire l'énergie. Plus la cellule elle a besoin de l'énergie, plus qu'elle va avoir des mitochondries. Donc, elle possède, bon, elle joue un rôle primordial dans la production énergétique de la cellule. Une chose très intéressante, on va dire, pour la mitochondrie, c'est qu'elle possède son propre génome. Donc, si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé du noyau, on a dit qu'il possède la majorité d'ADN, ou bien où il se trouve la majorité d'ADN. Bon, pourquoi? Puisqu'il y en a quelques ADN qui se trouvent dans la mitochondrie. Donc, la mitochondrie possède son propre génome et elle se déplace grâce aux interactions avec les cytosquelettes. Donc, comme toute organite cellulaire, la mitochondrie, elle va se déplacer grâce aux interactions avec les cytosquelettes. Les cytosquelettes, qu'on a déjà parlé dans l'introduction, on a dit qu'elle a comme fonction principale de mouvement intercellulaire. Donc, elle fait bouger les organites à l'intérieur de la cellule et elle fait bouger la cellule elle-même. Aspect morphologique en microscopie optique, là, comme vous voyez là, avec une coloration, on a pu voir les mitochondries que vous voyez en couleur sombre à l'intérieur de la cellule. Vous pouvez distinguer qu'ils possèdent des formes variables. On peut les trouver sous forme filamenteuse, des formes globulaires, etc., même avec des tailles différentes. Donc, ils n'ont pas une taille unique ni une forme unique. Donc, ça va différer d'une cellule à une autre. Même à l'intérieur d'une même cellule, ils peuvent avoir des formes variables. Si vous regardez, par exemple, ici les mitochondries des souris alcooliques, par exemple, vous trouvez qu'ils ont des formes anormales, on va dire, ou bien déformées. Bon, pourquoi? Puisqu'ils vont jouer encore un rôle dans le métabolisme de l'alcool. Donc, l'alcool, sûrement, il va avoir des influences sur ces mitochondries et leur forme. Donc, le modèle, bon, il y avait deux modèles de la mitochondrie. Les deux modèles, de quoi ils sont d'accord? Ils sont d'accord que la mitochondrie possède double membrane, elle a des crêtes, elle a son espace intermembranaire entre les deux membranes,
Elle possède une matrice et une membrane externe. Donc, que ce soit que vous voulez mettre ces différents composants, ben, sûr et certain, elle va avoir ces 5 composants. Donc, ça, c'est bon, la forme en réel, c'était les formes, comme on a dit, proposées à l'époque. Bon, pas grand-chose qui s'est changé. On a toujours tous les 5 composants. Comme localisation, où la mitochondrie va se trouver. Comme on a déjà dit que le nombre des mitochondries va se varier tout en dépend de la besoin cellulaire, ici même, sa localisation, elle va se varier, ça dépend où on a besoin de l'énergie. Donc, l'endroit ou bien zone où on a besoin de l'énergie, on va trouver la mitochondrie. Donc, par exemple, chez les cellules musculaires, on va trouver les mitochondries qui englobent, bien qui entourent par exemple, les flagelles ou bien les cellules musculaires. Donc, où on a un besoin énergétique plus important, où on va trouver plus des mitochondries. Donc, structure en microscopie électronique. Donc, vous voyez ici clairement l'intérieur de la mitochondrie. C'est grâce à la microscopie électronique, en microscopie optique. On peut voir la mitochondrie, mais on ne peut pas trouver, on ne peut pas voir la structure interne de la mitochondrie. Donc ici, et grâce à la microscopie électronique, on peut voir les invaginations, les crêtes, les matrices et la chambre interne de la mitochondrie. Donc là, sur ce schéma, on peut voir que voilà, ça c'est l'espace intermembranel, membrane, les crêtes, les matrices ou la chambre interne, ce qui est en rose. Donc on a 2 nominations. Son membrane externe, c'est une bicouche lipidique de 5 à 7 nanomètres d'épaisseur. Sa composition, elle est très proche de celle de la membrane plasmique. Elle ressemble beaucoup à la membrane plasmique. Elle contient plus de protéines et moins de lipides. Donc, pourquoi elle contient plus de protéines? Puisque le rôle de ces protéines, c'est l'échange. Okay? Donc, elle a besoin vraiment plus de protéines pour échanger avec l'extérieur de la cellule, de la mitochondrie ici. Ils sont riches en pourine. Bon, depuis son nom, il dit ce sont des pores. Donc, ce sont des espaces qui permettent de faire entrer ou sortir des protéines ou des molécules où la mitochondrie elle a besoin de faire entrer ou bien de faire sortir à l'extérieur. Cette membrane, elle est perméable aux ions et des molécules de masse moléculaire inférieure à 10 kilodaltons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ces petites molécules, ils n'ont pas besoin des porines, ils peuvent passer librement à travers cette membrane. Sachant que les grandes molécules, bon, entre parenthèses, qui sont plus grands que 10 kilodaltons, ils peuvent traverser la membrane grâce à des porines. La membrane externe, toujours composée, possède une composition proche de la membrane plasmique, des protéines 50 à 60%, 50, désolé, je reprends le même diapo apparemment. L'espace intermembranel, donc comme son nom indique, c'est un espace entre les deux membranes, de l'épaisseur 4 à 7 nanomètres. Elle contient beaucoup de protéines ou bien de protons H+. On va voir dans ce cours, ça sert à quoi ces protons H+, et pourquoi ils sont aussi nombreux dans cet espace intermembranaire. Il y en a des molécules de cytochrome C qui ont un rôle primordial dans l'apoptose. Si ces cytochromes C sont relâchés dans cytoplasme, ils vont déclencher l'apoptose. Donc, lorsque la membrane externe de la mitochondrie est déchirée, ces cytochromes C, ils vont partir dans le cytoplasme et ils vont déclencher, comme on a dit, l'apoptose. Et il y en a beaucoup des molécules qui sont inférieures à 10 kilodaltons. Pourquoi? Puisque la membrane externe, elle est quoi? Comme on a dit, elle est perméable aux molécules de taille de moins de 10 kilodaltons. Donc, c'est pour ça, ces petites molécules, ils vont traverser la membrane et ils vont rentrer librement à l'intérieur de l'espace intermembranaire. La membrane interne, là vous voyez, il y en a encore plus de protéines, moins de lipides. Pourquoi? Parce que les lipides, on a besoin de ces lipides comme une structure qui vont renforcer la membrane.
Donc, comme la membrane interne elle est déjà protégée par la membrane externe, elle va avoir moins besoin de lipides et elle va avoir plus les protéines et elle va se servir de ces protéines, de ces complexes enzymatiques. Et comme vous savez tous, les enzymes sont des protéines, hein, il faut consommer d'accord. Donc, elle va se servir de ces protéines pour produire l'énergie. Donc, quelque chose qu'on va là discuter dans les futurs diapos, ce qui va faire la partie la plus importante, à mon avis, de ce chapitre. Elle est riche en cardiolépine. Bon, c'est une molécule à base du glycérol. Elle possède des replis, comme on a dit, qui s'appellent les crêtes. Elle est riche en transporteurs et en complexes protéiques enzymatiques. Bon, voilà, comme il y a 80% de la protéine. Elle possède une faible fluidité. Elle possède un passage actif. Donc, deux choses ici à bien expliquer. Le passage actif et passif. Un passage passif, il ne demande pas de l'énergie. Un passage actif, il va demander de l'énergie. Donc, plus on a de passages actifs, plus il va demander de l'énergie, mais plus il va être sélectif. Donc, il va sélectionner quelle molécule il va rentrer à l'intérieur ou pas. En même temps, il va consommer en face de ça plus de l'énergie. Là, vous voyez un schéma qui vous montre un petit peu la différence entre ces passages. Là, vous voyez un passage passif. Là, les molécules, ils sortent et rentrent toujours via des ports, des récepteurs, ben voilà, des transporteurs, on va dire. Pareil pour le transport actif, avec une exception qu'elle va demander de l'énergie. Donc, elle va demander de l'énergie afin de faire entrer les molécules à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, ces molécules énergétiques, c'est quoi la molécule énergétique que la cellule elle utilise? C'est l'ATP. Donc, à ne pas oublier, à faire très bien attention, l'unité énergétique pour la cellule, c'est l'ATP. Lorsque la cellule consomme de l'énergie, elle va transformer l'ATP en ADP plus PI plus énergie. Et elle va utiliser cette énergie libérée de la dissociation de la molécule de l'ATP. Donc ATP, T c'est tri, P c'est phosphate. Donc D, ADP, D c'est diphosphate, P c'est une molécule de phosphate. En tous les cas, une réaction qu'on va la discuter vraiment en détail dans les prochaines diaporamas. La matrice mitochondriale, si vous voulez, la matrice mitochondriale, c'est le cytoplasme de la mitochondrie, afin que vous comprenez mieux ou bien de la faire comparer à quelque chose. C'est un petit peu le cytoplasme de la mitochondrie. Il contient des microribosomes, donc, comme vous savez tous, les ribosomes qui sont responsables à quoi? À la synthèse des protéines à partir des ARN, qui sont responsables de la traduction. Il contient de l'ADN circulaire, ce qu'on par abréviation on l'appelle l'ADN-MT, ça veut dire l'ADN mitochondrial. Il y en a des granulations denses et irréguliers à l'intérieur qui sont faites grâce à ces microribosomes. Et elle possède de nombreux systèmes enzymatiques qui sont responsables des réactions d'oxydoréduction. Donc là, il faut que vous vous rappeliez un petit peu de ce que vous avez eu pendant votre parcours en lycée, des réactions d'oxydoréduction, de perte et de gain des molécules d'hydrogène. Donc, elle possède une division un petit peu spécifique à elle, qui est une division qui se rassemble à une division de céciparité caractéristique des bactéries. Bon, la fusion membranaire, on va la faire alléger, mitochondriale, pardon, on va la faire alléger de ce cours. Cette partie, on va passer directement vers l'ADN mitochondrial. Là, vous voyez, l'ADN mitochondrial, c'est un ADN circulaire. Enfin, une caractéristique vraiment très spécifique de l'ADN mitochondrial, puisque l'ADN nucléaire, on va dire, le génome humain, c'est un génome linéaire. Par contre, le génome mitochondrial, ou bien le génome de mitochondrie, c'est un génome circulaire, pardon. Une caractéristique très spécifique, ou bien on le trouve beaucoup chez les bactéries. Donc, il n'y a pas un point de départ, point de fini, il n'y a pas un bout,
c'est un ADN circulaire. À l'intérieur de cet ADN, on trouve des différents complexes qui contiennent les différents gènes de l'ADN mitochondrial. Donc, ce qu'on a dit là-bas, c'est noté, c'est écrit ici. Donc, c'est un ADN circulaire, bicaténaire. Donc, on a double brin. Il y en a 5 à 10 copies dans chaque mitochondrie de ce génome-là. Donc, environ, ça peut arriver jusqu'à 5000 copies par cellule, même plus. 1% de l'ADN cellulaire total, donc c'est à peu près 100 fois plus petit que l'ADN nucléaire. C'est un petit fragment d'ADN, petit génome. Il possède des gènes contiges, pas d'introns. S'il faut se rappeler des cellules prokaryotiques, on a parlé de génomes contiges, où il n'y en a pas beaucoup des introns. Par contre, dans les cellules prokaryotiques, il y a peu d'introns, il n'y a pas d'introns. Par contre, dans ces cellules eukaryotiques, on trouve beaucoup d'introns. Et là, dans cette caractéristique-là, l'ADN mitochondrial ressemble beaucoup à une cellule prokaryotique plus qu'une cellule eukaryotique. Okay. Il y a un système de réparation d'ADN. En cas que l'ADN, il y en a des mutations qui s'arrivent. Il y a un système qui va le fixer, qui va aller vers ces mutations-là et le faire corriger. Par contre, ce système-là, c'est un système pas aussi développé, pas aussi avancé, pas aussi fidèle comme les cellules, on va dire, eukaryotiques. Donc, vous voyez là, déjà, parmi ces caractéristiques-là, il rassemble toujours et beaucoup à un ADN bactériel ou un ADN mitochondrial, bactérien prokaryotique. Il possède un code génétique différent de l'ADN nucléaire, encore quelque chose qui attire l'attention. Si vous vous rappelez de code génétique, par exemple, le AUG, je ne sais pas quoi, AUG, pardon, soi-disant, le codon star, méthionine. Là, par exemple, si l'AUG, dans la mitochondrie, ça va donner une autre acide aminé. Donc, encore une autre chose qui rassemble à une bactérie et qui diffère du génome humain. Il possède une transmission maternelle, donc comme il possède une transmission maternelle, donc on peut dire c'est grâce à nos mamans, on a toute notre énergie. Enfin, comme c'est les mitochondries qui produisent l'énergie et les mitochondries c'est transmis à 100% à partir de notre maman et non pas 50-50. C'est grâce à nos mamans qu'on a de l'énergie, si vous voulez. Mais en même temps, si on a une anomalie ou bien une maladie, ben voilà, dans la mitochondrie, c'est 100% grâce à nos mamans et ce n'est pas grâce à nos pères. Ce génome-là, ça code pour 37 gènes. Okay. Bon, vraiment un petit nombre de gènes, 100 000 fois inférieur quantitativement aux informations codées dans l'ADN du noyau. Importation des protéines dans les mitochondries. Comment des protéines peuvent entrer à l'intérieur de la mitochondrie. Donc ici, bien sûr, on parle des protéines fabriquées par la cellule. La majorité de ces protéines mitochondriales, elles viennent du cytoplasme. Comme elle possède un petit génome, elle ne peut pas fabriquer énormément de protéines. Bon, c'est pour ça qu'elle a besoin d'importer des protéines de cytoplasme. Donc, et afin d'importer ces protéines de cytoplasme, il existait un système d'importation protéique avec un adressage précis. Donc, système d'import protéines, depuis son nom, c'est un système qui fait importer, qui fait rentrer des protéines à l'intérieur de la mitochondrie. Un système d'adressage précis, donc adressage, ça veut dire, depuis son nom, c'est adresse. Donc, c'est un système qui va dire à chaque protéine où elle va partir. Lorsque vous envoyez une lettre, bien un colis via la poste, vous devez écrire cette colis-là ou bien votre lettre, ça va y aller où? La même chose pour les protéines. Les protéines, lorsqu'ils sont synthétisés, il faut avoir un système d'adressage, une séquence qui va adresser où cette protéine elle va partir.
Là, une petite schématisation de ce système-là. Là, vous voyez, là, la partie linéaire, c'est notre protéine. OK? Donc, regardez à la fin, c'est juste des choses des schémas, hein, ce n'est pas exactement ça en réalité, bien sûr. À la fin de la protéine, on a ce qu'on appelle une séquence signal. Cette séquence signal, c'est elle qui va assurer la spécificité, l'importation vers la mitochondrie. C'est elle qui va dire à la protéine, allez-y, on va y aller à la mitochondrie et non pas, par exemple, à la cytoplasme. Tout au long de cette protéine, on trouve ce qu'on appelle des protéines chaperones. Ces protéines chaperones, c'est eux qui vont maintenir un état replié, non aguerri de la protéine. Puisque la protéine, lorsqu'elle va passer dans le mitochondrie, peut-être elle va se replier. Donc, afin de la garder dans sa structure, dans son forme, il faut avoir des protéines chaperones qui vont lui assurer sa structure. Tout l'ensemble de ça, c'est ce qu'on appelle une préprotéine ou bien un précurseur protéique. Okay, donc, le précurseur protéique, c'est la protéine elle-même, plus la protéine chaperone, plus la séquence signal. Cette séquence signal, elle va y aller directement vers la mitochondrie, comme vous voyez ici, dans la partie un petit peu jaune verdâtre. On a la matrice mitochondriale. Allez hop, on a un complexe. La séquence signal, elle va rentrer dans ce complexe-là et elle va ramener la protéine à l'intérieur de la mitochondrie. Une fois la protéine est importée à l'intérieur, la séquence signal, elle va rester attachée au complexe d'import et la protéine, plus ces protéines chaperon, ils vont être relâchés à l'intérieur de la cellule, de la mitochondrie. Une fois est importée à l'intérieur de la mitochondrie, bon, on va dire merci pour la protéine chaperon, on va la relâcher et la protéine tout seul, fonctionnelle, est importée à l'intérieur de la mitochondrie. La mitochondrie, encore, elle est capable d'importer des lipides, mais on ne va pas rentrer dans les mécanismes puisqu'ils ne sont pas encore très bien établis, bon, un petit peu complexes, donc on va éviter de les discuter dans ce cours-là. Donc, pareil là, pour les hypothèses, on ne va pas les discuter, les hypothèses d'importation des protéines. Donc, en général, les choses les plus importantes à bien comprendre, qu'est-ce qu'il faut retenir, ça ne veut dire pas qu'il ne faut pas comprendre le reste, hein, ça c'est les parties les plus importantes, c'est les caractéristiques de l'ADN mitochondrial, qu'on a déjà parlé, et comprendre la division, comme on a dit, de la mitochondrie, et la synthèse et l'import des protéines. Qu'est-ce qu'elle a comme fonction, la mitochondrie? Elle joue un rôle important dans la respiration cellulaire, dans la consommation d'oxygène à l'intérieur de la cellule. Donc, faire très bien attention, ici on parle de la respiration cellulaire, non pas la respiration corporelle. Hein, okay? Elle a une fonction de synthèse, bien sûr, des protéines, comme on a une machinerie de synthèse de protéines. Elle joue un rôle dans la thermogenèse, ainsi que dans la régulation calcique. Donc, à l'intérieur de la mitochondrie, on trouve une quantité énorme ou bien assez importante de calcium. Chaque fois la cellule elle a besoin de ce calcium-là, c'est la mitochondrie qu'elle va le faire sécréter ou bien relâcher à l'intérieur du cytoplasme. 5. Mitochondrie à vieillissement, comme on a déjà dit. La mitochondrie, elle est responsable de l'apoptose. Plus elle relâche ou bien elle sécrète de la cytochrome C à l'intérieur du cytoplasme, plus qu'elle va déclencher. Bon, voilà le mécanisme de vieillissement, le mécanisme de l'apoptose. La chaîne respiratoire, la partie la plus importante dans votre chapitre, ou la phosphorylation oxydative. Donc, c'est quoi cette chaîne respiratoire et pourquoi elle a nommé comme ça? Donc, elle est appelée chaîne, comme n'importe quelle chaîne que vous portez, par exemple les filles ou bien les garçons, c'est quelque chose relié l'une à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'elle est appelée chaîne. Donc, vous voyez ici, il y a les différentes complexes, l'une à côté de l'autre, comme une chaîne. Donc, elle s'est appelée respiratoire puisqu'elle va consommer de l'oxygène. OK? Donc, c'est pour ça qu'elle s'est amenée. La chaîne, c'est nommé la chaîne respiratoire. Bon, ou bien phosphorylation oxydative. Donc, phosphorylation, ça veut dire qu'elle a comme rôle de phosphoryler, ça veut dire de rajouter
des groupements phosphates. Oxydatifs, ça veut dire qu'on va avoir des réactions d'oxydation à l'intérieur de cette complexe. Bon, à l'intérieur, qu'est-ce que ça va se passer? Là, il faut faire très bien attention afin de comprendre ce mécanisme-là. Commençons tout d'abord. Il y a des molécules de NADH qui sont arrivées à l'intérieur de la cytoplasme, de la mitochondrie. À l'intérieur, là, bien dans la matrice mitochondriale. Là, vous voyez, ça, c'est une membrane interne, ça, espace intermembranaire, et là-bas, en haut, on a l'espace, de membrane externe. Donc, à l'intérieur, dans la matrice, on a molécules des NADH. Ces molécules des NADH, ils vont être transformées en NAD+, qui est juste derrière FADH. Vous ne voyez pas bien. Donc là, ça va devenir NADH plus H+. Donc, cette réaction-là est catalysée par, ou bien elle est faite par cette complexe enzymatique, le premier complexe enzymatique. Et ça sert à quoi? Ou bien ça va donner quoi? Donc, elle va donner une molécule H+, comme vous voyez, comme on a dit, NADH2, elle a donné NADH plus NADH plus H+. Donc, après, cette molécule de H+, elle va se transformer, je suis désolé, c'est NADH, ce n'est pas NADH2, et elle va donner NAD+, ok? Sans NADH, c'est FADH2. C'est FAD qui possède deux molécules d'hydrogène et NAD possède une molécule d'hydrogène. Donc, elle va libérer cette molécule d'hydrogène sous forme de H+, sous forme de proton, et plus NAD. Et afin d'équilibrer la réaction, les bases, les alphabets de chimie, il faut équilibrer la réaction. Vous avez eu cette question, je pense, en baccalauréat. Équilibrer la réaction suivante. Lorsqu'on a une charge positive dans les produits, donc il faut quelque chose qui va neutraliser cette charge, donc ce qui va donner une électron. OK? Donc, récapitulons un petit peu. Une molécule de NADH qui s'est transformée en NAD+, plus H+, plus un électron. La molécule de H+, elle est pompée dans l'espace intermembranaire. Et la molécule, bien l'électron, est se transporté dans la chaîne. Là, vous voyez, d'un complexe à un autre. Bon, continuons après. Un autre enzyme qui est là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer une molécule de FADH2 en FAD. Ce qui va libérer quoi? Comme la première réaction, il va libérer une molécule d'hydrogène et des électrons. Comme la première réaction, les molécules d'hydrogène sont passées dans l'espace intermembranaire et les molécules d'électrons, ou bien les électrons, sont transportés à l'intérieur du membrane. Le troisième complexe, c'est lui qui est responsable de transporter ou bien de pomper l'H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Bon, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a des molécules d'H+, qui se circulent, qui s'accumulent dans l'espace intermembranaire, et des molécules d'électrons qui se circulent via ou bien dans notre chaîne transporteur d'électrons. Deux molécules qui sont instables, il ne faut pas qu'on le voit comme ça, qui se circulent, il faut les éliminer ou bien de les faire mettre dans des molécules beaucoup plus stables. Donc, comment ça va se passer? Donc, on a deux choses à se débrouiller avec. On a H+, plus les électrons. Bon, les H+, tout d'abord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont re-rentrer à l'intérieur de la matrice, mais comme ils ont devenu très concentrés dans l'espace intermembranaire, ils vont créer un flux assez important, une force, ce qu'on appelle une force protomotrice. Cette force, elle va donner de l'énergie et cette énergie, la cellule, elle va l'utiliser pour associer une molécule ADP plus une molécule de phosphate pour donner de l'ATP. Vous voyez là, l'ATP, comme on a dit, c'est de la molécule
que la cellule elle va utiliser pour produire de l'énergie. Donc là, la cellule, elle s'est débarrassée des molécules de H+, pardon, chaque fois je dis la cellule, c'est la mitochondrie, elle s'est débarrassée des molécules H+, des protons instables qu'il faut se débarrasser, et elle a pris davantage de cette grande concentration qu'elle a créée de H+ dans l'espace intermembranaire afin de associer une molécule d'ADP plus PI pour créer une molécule énergétique qui s'appelle l'ATP. Là maintenant, qu'est-ce qu'on a encore à se débarrasser? On a encore les électrons qu'on doit se débarrasser et il y en a les H+ qui sont maintenant, qui se trouvent dans la matrice. Bon, on ne s'est pas débarrassé de les H+ jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on a fait, c'est de faire rentrer les H+ de l'espace intermembranaire à l'intérieur de la matrice. À l'intérieur de la matrice, là, il rentre en jeu le complexe numéro 4. Le complexe numéro 4, il va faire associer deux molécules d'hydrogène plus moitié d'une molécule d'oxygène. 2H pour plus N2O2, elle va donner quoi? H2O. Et il va utiliser les électrons pour quoi? Pour équilibrer la réaction. Donc la réaction, elle va devenir 2H plus N2O2 plus 2 électrons pour donner H2O. Donc, de cette manière, la mitochondrie, qu'est-ce qu'elle a fait? Un, et le plus important, elle a créé de l'énergie, elle a créé l'ATP. Afin de créer cet ATP, elle a fait des réactions d'oxydoréduction, elle a fait libérer les H+ à l'extérieur, ou bien à l'extérieur de la matrice, dans l'espace intermembranaire, et elle les a fait re-rentrer à l'intérieur pour produire de l'énergie. Normalement, dans le cours, je répète cette partie au moins 2 à 3 fois, au moins. Même la séance d'après, j'aurai des questions là-dessus et je la réexplique. Là maintenant, je ne vais pas la réexpliquer. Tout simplement, vous pouvez reprendre la vidéo dans la partie où j'ai commencé à expliquer. C'est une partie qui est un petit peu complexe et qui demande de l'attention. OK? Donc, si vous avez toujours comme question, moi, je vous en prie de me contacter. Comme pas mal de vos collègues qui le font, me contactent privé et je réponds à leurs questions. On voulait bien qu'on fasse un meeting sur Zoom, mais malheureusement, vous avez commencé le cours en présentiel. Là, beaucoup de schémas qui vont expliquer partie par partie qu'est-ce que s'est passé. Bon, peut-être vous trouvez plus des infos ici, vous ne se cassez pas la tête. Si vous êtes responsable, c'est la partie où j'ai expliqué moi. Passons maintenant aux ces inhibiteurs. Les inhibiteurs de quoi? De la chaîne respiratoire. Chaque complexe protéique possède une molécule qui peut la faire inhiber. Ces inhibiteurs, ça pouvait être utilisé pour des besoins thérapeutiques, mais en même temps, ça pouvait être des poisonnements, des toxications. Okay? Si une molécule, par exemple, comme le cyanure, a été ingérée ou bien mangée, ou bien je ne sais pas comment, faire entrer à l'intérieur de notre corps, elle peut vraiment perturber cette chaîne mitochondriale et qui va affecter vraiment beaucoup la production énergétique dans la mitochondrie. Bon, on a commencé de parler de NADH et FADH2. D'où viennent ces deux molécules-là? Il vient de la métabolisme cellulaire de la glycolyse. Donc, l'énergie rentre à l'intérieur de la cellule grâce à quoi? Bon, grâce à une réaction de glycolyse. On va faire casser le glucose pour faire produire de l'énergie. Ce qui va déclencher les réactions de glycolyse, les cycles des Krebs. Encore, l'énergie peut venir pas seulement à partir des glucoses, ça peut arriver à partir des acides gras par des réactions de bêta-oxydation des acides gras. Donc, c'est ou bien par l'origine de glucose ou bien de l'origine des acides gras que la cellule peut fabriquer ou bien peut donner les FADH2 et les NADH qui vont être utilisés dans la chaîne respiratoire. Là, une figure qui globe un petit peu
Ben, tout, ben, vous voyez là, par exemple, ça peut commencer par le glucose, par acide gras. Ces deux-là, ils peuvent donner de la pyruvate qui va donner l'acétylcoenzyme A, l'acétylcoenzyme A qui va rentrer en cycle de Krebs, et la cycle de Krebs, elle va donner les NADH et les FADH. Là, beaucoup de choses qui sont présentées dans ce diaporama, je ne vais pas les expliquer. Ça va être, je pense, a priori, le but de votre cours de biochimie, où vous allez rentrer vraiment en détail. Je pense que ça va faire deux bons chapitres pour le cours de biochimie. Donc, ce n'est pas le but de ce cours-là, mais ça ne veut dire pas que ce n'est pas des réactions vraiment importantes dans la cellule. Mais c'est le cours de biochimie qui va vraiment vous faire expliquer ces parties-là. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir? Take home message, c'est que la mitochondrie, elle est capable de produire l'ATP. Il faut que vous sachiez très bien comment elle produit cet ATP, ce qui peut expliquer le fonctionnement de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, en parallèle, la mitochondrie elle possède plusieurs autres fonctions de synthèse encore. Elle est capable de synthétiser les hormones stéroïdiennes. Elle peut synthétiser ou produire les précurseurs des acides aminés non essentiels. Bon, encore, les acides aminés essentiels, non essentiels. En biochimie, vous allez avoir, ça veut dire quoi en détail? Vite fait, les acides aminés non essentiels, ça veut dire c'est l'acide aminé que notre corps il est capable de les produire. Les acides aminés dits essentiels, c'est les acides aminés que notre corps il est incapable de les synthétiser et euh, il va les amener de la nourriture qu'on mange. Okay. Troisième fonction, là, c'est l'homéostasie calcique. Je pense qu'on a déjà parlé. Donc, elle est responsable de relâcher et de sécréter, de faire envoyer des molécules de calcium à l'intérieur du cytoplasme. Elle possède un rôle dans le mort cellulaire programmé dans l'apoptose. Là, comme vous voyez, lorsque les molécules de cytochrome C sont libérées dans le cytoplasme, ils vont déclencher la mort cellulaire programmée. Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez l'imaginer comme une réaction nucléaire. Plus qu'on produise de l'ATP, plus qu'on va avoir des déchets, plus il y en a des déchets, plus ça va accélérer la mort cellulaire. Donc, il faut avoir toujours un équilibre entre ces déchets, on va dire, les éros, et un système de défense antioxydant, qui peuvent être des micronutriments ou des enzymes, afin de assurer la vie cellulaire et ne pas déclencher l'apoptose aussitôt. Donc là, on ne va pas l'expliquer. L'origine des mitochondries, deux mots. Là, il y a beaucoup des hypothèses qui disent que l'origine de mitochondries, c'est des bactéries qui, dans des millions et des millions d'années, qu'ils ont rentré à l'intérieur de la cellule. Cette hypothèse, elle est vraiment assez argumentée. Bon, on l'a faite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup de choses, de caractéristiques de la cellule mitochondriale, de la mitochondrie, désolé, se rassemblent à une cellule, ou bien une cellule prokaryotique. Les deux possèdent des doubles membranes, les deux possèdent l'ADN circulaire, les deux, son génome, il ne contient pas beaucoup des introns, les deux possèdent des ribosomes assez identiques. C'est vraiment, encore, si vous regardez, la mitochondrie, c'est la seule organite qui possède toute une machinerie propre à elle. Elle a son génome, elle a ses ribosomes, elle est capable de produire de l'énergie, elle est capable de produire, les protéines, de synthétiser les protéines. Donc, c'est une hypothèse qui est renforcée euh, par ces arguments-là, mais ça reste une hypothèse. Le fait qu'elle s'appelle une hypothèse, ça veut dire qu'elle n'est pas encore sûre qu'elle est juste ou pas. Il y en a des arguments, comme on a dit, qui est en faveur, que je viens de les citer, mais il y a des arguments qui sont contre cette théorie, qui disent voilà, que le code génétique dans la mitochondrie est différent du code des bactéries. Bon, il est différent du code de la cellule, c'est vrai, mais il est différent encore du code des bactéries.
même universelle des prokaryotes. Et l'ADN bactérien n'est pas des intros, alors que, par exemple, l'ADN mitochondrial des levures possède pas le fait qu'il n'a pas des introns, ça veut dire pas forcément qu'il ait des cellules prokaryotiques. Il y a des cellules prokaryotiques qui possèdent pas mal de nombres des introns. Alors, pour ces raisons-là, que ce soit en faveur ou bien contre cette théorie, ce qui a rentré ou bien qui a rentre ça, une théorie, est ce qu'on appelle une hypothèse. Le fait qu'elle n'est pas argumentée ou bien on n'est pas encore sûr à 100%. On a des pathologies, passant maintenant aux pathologies d'origine mitochondriale. Un dysfonctionnement de mitochondrie va euh, euh, induire un dysfonctionnement cellulaire complet. Ce sont des maladies qui touchent les deux sexes. Ils possèdent une transmission, comme on a déjà expliqué, maternelle à 100%. L'effet ou bien l'impact de ces maladies va dépendre du nombre des mitochondries touchées. Plus on a des mitochondries qui sont en dysfonctionnement, plus la maladie elle va être assez grave. On a quelques exemples. Bon, vous n'êtes pas responsable dans ce cours-là de retenir, dans ce chapitre-là, de retenir les noms des maladies. Là, par exemple, si on a une délétion de l'ADN mitochondrial ou bien des mutations dans l'ADN mitochondrial, peut entraîner une maladie, par exemple, là, comme la maladie de Kahn-Sayed, qui va affecter la production énergétique dans la cellule. OK? Bon, on va alléger ce diapo-là, dit un petit peu la même chose. Et jusqu'ici, on arrive à la fin de ce chapitre-là. Bon, je vous souhaite une bonne compréhension. Et comme j'ai dit et je répète chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre attention et à la prochaine dans le prochain chapitre.